Troisième jour de la mobilisation des agriculteurs avec la coordination rurale à manœuvre dans le sud-ouest, avec la FNSEA et les jeunes agriculteurs qui disent qu'ils ont déjà obtenu une première victoire parce qu'on va discuter à l'Assemblée nationale du Mercosur et le contester le 26 novembre prochain. Mais en attendant, des mobilisations, on les a déjà vues, des mobilisations, des rassemblements, des actions, des actes, et puis aussi, des pleurs. Et aussi, ce cri que vous allez entendre, c'était hier à la préfecture d'Agen. 2 membres de la coordination rurale avaient été acceptés, avaient été reçus à la préfecture du Lot-et-Garonne. Ils sont sortis et voici un extrait de leur réaction. Sud Radio, André Berkoff. Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Ils crient, ils pleurent et ils s'indignent de cette immonde mise à mort. Mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore. Chant révolutionnaire, mais en attendant, écoutez, c'était hier soir, Karine Duc et José Pérez qui avaient refusé de quitter les lieux, qui avaient refusé de quitter la préfecture et qui ont été escortés par les forces de l'ordre sans incident hier soir. Mais écoutez quand même leur réaction. On nous a pas répondu au début de l'année. On nous répondra pas maintenant, on nous répondra pas demain, c'est tout. Jamais. Voilà, c'est tout ce qui se passe. Ça veut dire que vous pouvez crever, c'est ça que ça veut dire. Mais on va pas crever, hein, parce qu'on va se battre, parce qu'on sait se battre, hein, et on va voir tout le monde. Alors voilà, on va crever, on va pas crever. Telle est la question. Et oui, on en est là, telle est la question. Bonjour Véronique Le Floch. Bonjour. Bonjour, vous êtes président de la coordination rurale. Alors, où en est-on aujourd'hui? Parce qu'on entend effectivement 2 sons différents. Vous, la coordination rurale, vous continuez le combat et vous dites on va aller, en tout cas, loin, on ne va pas s'arrêter comme ça. Et d'autres, notamment l'Alliance majoritaire FNSEA Jeunes Agriculteurs, dit nous, on ne veut pas provoquer des blocages, on ne veut pas ennuyer les Français. Et on a scellé une première victoire avec ce vote attendu sur le Mercosur dans quelques jours. Comment vous réagissez, vous? Eh bien, écoutez, moi, j'ai toujours écouté le terrain. Le terrain dit que ce n'est toujours pas supportable. Rien n'a changé entre hier et aujourd'hui. Nous n'avons rien obtenu. Nous, ce que nous voulons, c'est vraiment pouvoir produire comme les autres et puis vivre de notre métier. Nous devons gagner notre vie. Nous ne devons pas être mis en concurrence avec, justement, des produits qu'on ne souhaite pas chez nous. Soit on veut de nous et de nos produits, soit on veut pas de nous. Mais nous, justement, on est là dans l'intérêt de tous. Pour nous, c'est pas seulement égoïste, hein. C'est pour nous et c'est pour le consommateur. C'est pour l'avenir du pays. Ça s'inscrit dans la souveraineté. C'est la logique du ministère de l'Agriculture. Mais c'est pas ce qui transpire à partir de ces bureaux parisiens et européens. Oui. Et alors, oui. Vous avez entendu Karine, vous avez entendu ces cris de détresse. Et on devrait leur dire de rentrer chez eux. Vous savez que l'hiver dernier, quand ça a démarré sur l'A64, quand un président de la FDSEA a dit à tout le monde sur le terrain, rentrez chez vous. Et c'est là que tout a explosé. Là, on part sur la même chose. Dire à nos collègues de rentrer chez soi, c'est faire exploser la colère. Non, c'est maintenant. Et maintenant, on veut du résultat. Et on devrait produire comme tout le monde. Et on doit être considéré comme tout le monde. Nos produits sont de qualité. Nos produits ont de la valeur. Et ceux qui nous les achètent, ceux qui vous les vendent, doivent nous les payer. Oui, justement, et effectivement, c'est en train il y a une espèce de dérapage formidable. Tout se passe comme si on a envie de passer les agriculteurs par pertes et profits. Au profit de quoi, justement? Bonjour Michel Onfray. Bonjour André. Oui, d'ailleurs, je signale, ça va paraître dans 3 semaines et on l'attend, le livre que vous sortez avec Véronique Le Floch, Entendez-vous dans nos campagnes. Hein, vous savez, vous connaissez Entendez-vous dans nos campagnes. Mugir nos féroces soldats, là, ce sont les agriculteurs qui réagissent. Alors, Michel Onfray, comment vous réagissez, vous? Vous êtes avec Véronique Le Floch, avec la coordination rurale. Comment vous réagissez à cet état des lieux? On a l'impression que, oui, allez, criez tant que vous voulez, mais écoutez, Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, dit oui, mais attendez, il ne faut pas bloquer, hein, tolérance zéro, il faut arrêter quand même d'ennuyer les Français. Oui, alors moi je suis compagnon de route de la coordination rurale et
Et c'est vrai que nous participions tout à l'heure à une table ronde et on a pu voir qu'il y avait une aile modérée et une aile qui l'est moins. En fait, des gens qui disent, bon, il faut jouer le jeu des institutions, discuter avec les ministères, faire le nécessaire pour que nous puissions avancer, etc. etc. Et puis d'autres qui disent non, il faut bloquer, il faut aller jusqu'à l'Élysée, bloquons même jusque-là. Donc il y a des positions différentes suivant qu'on est effectivement plus ou moins proche de... Enfin, je ne vais pas faire de la politique politicienne, c'est pas le jeu, c'est pas l'enjeu. Mais donc j'ai trouvé, moi, en découvrant Véronique à la télévision, qu'elle disait des choses vraiment très intéressantes. Je trouve que cette paysannerie est sensée, intelligente, qu'elle dit des choses incroyables. Moi, je suis là depuis hier soir. Je vous assure que j'apprends des choses. Moi qui défends l'autogestion, je découvre des gens qui sont intelligents, cultivés, très informés sur les chiffres, très informés sur la réalité, qui mènent un véritable combat. Donc c'est compétence contre incompétence. C'est pas compétence paysanne contre compétence bureaucratique maastrichtienne, je dirais. C'est l'incompétence de gens qui, fonctionnaires et bureaucrates, veulent absolument en finir avec la paysannerie française. Je pense que si on s'inscrit dans la longue durée, il y a un désir d'industrialiser la production agricole, donc d'en finir avec la petite paysannerie, ou la vraie paysannerie, des gens qui produisent des belles choses pour produire de bons produits dans les assiettes. Et je pense qu'il faut mener ce combat. Simplement, c'est la question de la méthode. Est-ce qu'il faut discuter avec des gens dont on sait ce qu'ils sont? Macron, on connaît son projet, c'est l'Europe d'abord et la France après, il le faut. Et puis Barnier, il a été commissaire européen. Je vous rappelle que récemment, le 11 novembre, il a repris un petit garçon qui agitait un petit drapeau français en lui disant qu'il n'avait pas de drapeau européen. Et qu'il fallait absolument qu'ils soient toujours ensemble. Donc évidemment, voilà quelqu'un qui dira qu'il est du côté des paysans, mais qui ne le sera pas. Deux logiques différentes. Véronique Le Floch, alors, effectivement, le problème, il est posé depuis longtemps, et puis là, il est vraiment posé dans son acuité, il a une transparence totale. Et le problème, il est quoi? Il est qu'on veut faire venir des produits de partout, du poulet ukrainien jusqu'à la viande argentine, et en disant, oui, mais vous comprenez, oui, mais c'est trop... les produits français sont trop chers pour le caddie du français moyen, enfin ce qu'on appelle français moyen, et en fait, est-ce qu'on n'a pas empêché ce qu'on appelle les circuits courts, les circuits de proximité, la possibilité d'un agriculteur, d'un éleveur ou d'un agriculteur, etc., de faire ses produits et de pouvoir les vendre, pas seulement à proximité? Est-ce que c'est pas ça le vrai problème? Est-ce que le vrai problème, c'est pas que le producteur, celui qui travaille la terre, celui qui est là tout le temps, il est pour partie, je dirais presque négligeable dans la répartition des ventes, des bénéfices, des recettes? Le problème, c'est l'agricide. Le problème, c'est une politique qui vise à détruire l'agriculture, et quelle que soit son échelle, parce que on a déjà une destruction de la part de nos politiques français avec ces surnormes qui font que des productions disparaissent jour après jour sur notre territoire. Vous parleriez avec certains qui roulent vers Bordeaux, c'est la noisette, c'est le kiwi, c'est plusieurs produits alimentaires qui vont disparaître de France. Qu'est-ce que vous appelez... Oui, Véronique, excusez-moi, qu'est-ce que vous appelez les surnormes? Donnez-moi concrètement, c'est quoi des exemples de surnormes? Eh bien, par exemple, pour soigner nos plantes, on citait ce matin la noisette qui est attaquée par un petit ver et pour lequel il reste encore deux molécules autorisées en Italie, en Espagne, ailleurs, mais pas chez nous. Ouais. Donc on est en Europe, mais on n'a pas les mêmes normes. Et la France surtranspose. Et ensuite, à l'échelle européenne, on a encore cette volonté de détruire l'agriculture. Et là, ça semble clairement une destruction de l'agriculture à l'ouest de l'Europe. Et elle se traduit à travers le Green Deal, donc du plus vert, et en même temps avec le dialogue stratégique à travers lequel on peut lire la fin de l'élevage. La fin de l'élevage pour justement laisser de la place à tout ce qui pourrait venir d'ailleurs. Si bien que ces accords de libre-échange sont aussi une raison d'aller manifester. Parce que des accords à travers lesquels on pourrait voir l'Europe et surtout la France inondée de viande que nous pouvons nous-mêmes faire chez nous. Ben oui. Eh bien, c'est pas seulement la mort d'exploitation normale comme la mienne, moyenne, c'est aussi la mort des circuits courts. Pourquoi ? Parce que si des grands faiseurs, des multinationales comme JBS, Tyson, Cargill,
tout cela viennent s'implanter et inonder l'Europe de leurs produits, alors ils vont commencer par fermer nos abattoirs. Ils vont seulement conserver les plus modernes et ils ne seront pas nombreux. Alors tous ceux qui veulent faire du circuit court pour les citoyens qui justement ont choisi cette voie, ont choisi d'aider les agriculteurs, et bien tout ça ne sera pas possible. Parce que si votre bête, vous devez faire 200 km, et bien vous ne le ferez plus. Donc on condamne vraiment toute l'agriculture, petits et gros, ceux qui vont mal, ceux qui vont bien. Oui. Et donc, Véronique Le Floch, vous allez, enfin, tout se met en place, tout se passe comme si on se disait, bon, pertes et profits pour les agriculteurs français et autres, d'ailleurs, d'autres pays d'Europe. Écoutez, c'est la mondialisation. Voilà, vous allez prendre des viandes du Kamchatka, enfin, je caricature, mais à dessein. Et puis le reste, eh bien, écoutez, tant pis pour les élevages, tant pis pour les éleveurs, tant pis pour le reste. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on va manger, Véronique Le Floch? Parce que c'est ça, à la fin. Qu'est-ce qu'on va manger? Et à quel niveau de qualité on va manger, nous, les millions, les dizaines de millions de citoyens? Eh bien, ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est mis en place aujourd'hui pour avoir une alimentation de qualité et accessible à tous, c'est-à-dire à un prix raisonnable, au travers des politiques que la coordination rurale n'approuve pas. Nous préférions vivre de prix plutôt que de primes. Mais il faut que tout le monde soit conscient que ces primes, elles ont été mises en place pour justement maintenir un prix abordable dans nos commerces et pour tous. Le problème, c'est que demain, avec une réduction de l'offre, à travers la disparition de nos exploitations, c'est justement une dépendance qui va se créer. Et qui dit dépendance, dit justement offre réduite et donc explosion des prix. Ouais. Donc on va devoir payer pour avoir accès à une alimentation que nous ne voulons pas. Et c'est là qu'on pourrait se dire qu'il faudrait interroger tous ces écologistes. Mais que voulez-vous ? Ouais. Pourquoi êtes-vous toujours contre les agriculteurs? Parce que même quand on veut supprimer l'élevage, on veut quoi? De l'élevage, de la viande de synthèse? Mais il est prouvé par l'université de Chicago que la viande de synthèse pollue jusqu'à 5 à 21 fois plus que de la viande produite dans nos champs. Alors, de grâce, arrêtez de taper sur l'agriculture et ne voyez pas nos actions du moment comme quelque chose de dégradant, comme non, nous sommes là pour votre survie, pour notre survie. Mais justement, Michel Onfray, en élargissant le problème, c'est assez hallucinant de voir cette doxa écologiste qui est soi-disant pour la nature, pour justement contre la pollution, etc., nous amener à manger des viandes de synthèse, des œufs sans jaune d'œuf ou des fromages sans fromage ou presque, au nom de la pureté, de la dépollution et de protéger la planète. Ça traduit quand même un état d'esprit tout à fait étrange, c'est le moins que l'on puisse dire. Oui, mais vous savez, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, pas Sandrine, mais Jean-Jacques Rousseau disait au XVIIIe siècle, et c'est l'idéologue de la progressiste, commençons par écarter les faits. Et puis pensons après. Et là, il y a effectivement, c'est les écologistes qui disent qu'il faudrait commencer par écarter les faits. Mais les faits, c'est effectivement ce que disait tout à l'heure Véronique, c'est-à-dire que cette viande de synthèse, finalement, est une viande tumorale. Ça n'est jamais que la fabrication de cancers à partir de viande clonée, de cellules clonées. On se dit, mais ce sont les écologistes qui défendent ce genre de choses. Il faut des centrifugeuses, il faut des ordinateurs, il faut des frigidaires, il faut un matériel qui est extrêmement polluant, et 24 heures sur 24. Les écologistes n'ont rien à dire à cette pollution-là. C'est la criminalisation des paysans qui utilisent un peu de glyphosate, alors qu'en fait, il y a une pollution aujourd'hui avec les téléphones portables, avec les ordinateurs, et là, on n'entend pas les écologistes s'attaquer à cette pollution qui est radicale. Donc, ce sont des penseurs d'appoint, je dirais, les écologistes. Ils sont toujours là à faire 2-3%, mais on leur donne des ministères, on leur donne des postes de sénateurs, de députés. Ils ont des villes avec des associations avec le Nouveau Front Populaire, par exemple, et ils restent idéologues sur ce terrain-là. Il n'y a pas de souci de ce qu'est véritablement la paysannerie, puisqu'ils sont mondialistes, européistes, et qu'ils travaillent à la destruction de la paysannerie traditionnelle, au profit justement de cette industrie vers laquelle nous allons, et qui est une transformation de la paysannerie en industrie planétaire. Sous prétexte de bien-être des animaux, je reprends ce que vous disiez, on fabrique du foie gras qui n'a jamais vu de foie et qui est essentiellement fait avec des légumes, en nous disant que c'est l'alternative.
On va prendre juste une petite pause et on reste avec vous, Véronique Le Floch, Michel Onfray. C'est très important, on passe par une période vraiment cruciale. On veut savoir si on n'aura plus de fermes, et j'exagère à peine, si on n'aura plus d'élevage, si on n'aura plus d'agriculteurs, si c'est ça qu'on veut, et il faut savoir quel prix on aura à payer. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Voilà, Congrès national de la coordination rurale. Nous sommes avec Véronique Le Floch, qui est présidente de la coordination rurale, et nous sommes avec le philosophe Michel Onfray. Et ils sortent un livre dans quelques semaines, et vraiment qu'on attend avec impatience. Entendez-vous dans nos campagnes? Siffler, encore une fois, qui on entend siffler? Véronique Le Floch, aujourd'hui, au fond, pour revenir à ce qui se passe en ce moment, on a l'impression, je ne veux pas faire l'avocat critique ou cynique, mais on se dit, écoutez, on a vu l'année dernière ce qui s'est passé, chaque année ou presque ça recommence, les agriculteurs font des blocages, le gouvernement donne quelques, je ne dirais pas des rogatons, c'est complètement imbécile, de l'argent, des subventions, ce qu'ils peuvent, et puis ça recommence parce qu'au fond, le fond n'a pas été abordé, et que ce soit le Mercosur, que ce soit au-delà, les Panzer divisions de la mondialisation avancent, on dirait, implacablement. Alors, est-ce que vous pouvez résister à ça, Véronique Le Floch, vous, et je ne parle pas de vous personnellement, les agriculteurs, etc. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement? Parce que le public, les gens disent oui, on est avec eux, hein, si on regarde les sondages, bien sûr, beaucoup de gens sont avec vous, et la grosse majorité sont avec vous. Cela dit, ils sont avec vous, et puis verbalement, et puis ça s'arrête là. Que faire? Comme disait un certain Vladimir Ilitch. Eh bien, écoutez, on est quand même en période où on négocie le budget. Une principale source d'économie, c'est la suppression de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, qui attaque justement beaucoup nos agriculteurs, et sans que ça soit forcément justifié, que ça soit des questions d'eau ou autre. Oui. Donc avec cette économie-là, et toutes ces personnes qui pourraient être réorientées pour justement plus de contrôle aux frontières, quand on sait que seulement 3 à 7% des produits alimentaires qui rentrent en France seulement sont contrôlés. C'est écrit dans le rapport du sénateur Laurent Duplon. Donc, vous dites, attendez, c'est très important, vous dites que 3 à 7% des aliments qui rentrent sont contrôlés. Tout le reste, rien, quoi. Passe à la trappe. Vous savez qu'un agriculteur est bien plus contrôlé que toutes ces marchandises. Ouais. Pour nous, on a des contrôles qui vont bien au-delà on peut être amené à jeter un camion de lait parce qu'on trouve un petit soupçon d'antibiotiques. Ouais. Alors qu'on sait très bien que peut-être le lait n'a même pas été jeté, mais nous, on est pénalisés. Ouais. Donc oui, on est extrêmement contrôlé. On est contrôlé en plus, vous le savez très bien, par satellite. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup à faire en termes de contrôle. Le ministère de l'Agriculture, Bercy s'était engagé en début d'année à aussi plus de contrôle par rapport à la francisation, justement. Et là, nous avions vu un millier de contrôles dans nos grandes surfaces qui avaient révélé un tiers de fraude. Et donc, nous appelions à poursuivre ces contrôles, mais pas seulement dans les grandes surfaces, aussi justement dans l'industrie agroalimentaire. Et ensuite, pour une juste répartition de la valeur, et bien là, il faut vraiment un contrôle de toutes ces entreprises qui sont implantées partout, parce que cette mondialisation voulue par nos politiques, elle est déjà actée et en route depuis très longtemps par nos industriels de l'agroalimentaire. Une question que je voudrais poser technique. Alors moi, de ce point de vue, je suis tout à fait huron, et quand je vais, moi, dans un supermarché, remplir mon caddie, que ce soit viande, etc., sur 100 € que j'ai dépensé au supermarché pour remplir mon caddie d'aliments divers et variés, combien revient au producteur, je parle à l'agriculteur ou à l'éleveur, vous savez?
ou pas? Alors oui, on appelle ça l'euro alimentaire, et donc sur un billet de 100, il ne revient en valeur ajoutée que 6,50 € aux agriculteurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une part importation dans ce billet de 100 € qui représente 30 €. Ah bon? 30 €. Vous voulez dire dont que la si... moitié- Oui, allez-y, je vous en prie. 30 € dont la moitié, en fait, correspondent à des produits que, de toute manière, nous ne produirions pas en France. D'accord. Mais toujours est-il qu'il y a quand même bien plus qui va aux produits d'importation qu'à nous autres agriculteurs. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a 30 € de produits d'importation et 6 € pour l'agriculteur. Et le reste, c'est la distribution, etc., etc. La distribution, la transformation, les transports et un peu de TVA. D'accord. Donc, si vous voulez, en fait, cet état des choses qui est là et depuis, qui est là depuis des décennies, l'impression que vous avez, si jamais rien ne change. Est-ce que, franchement, par exemple, est-ce que le Mercosur, c'est un enjeu principal parce qu'on tourne beaucoup sur le Mercosur, ou à votre avis, c'est pas le problème principal, c'est pas le Mercosur, c'est l'ensemble du tableau? Tout à fait, c'est l'ensemble du tableau, mais ce jour-ci, avec le G20 qui se déroule là-bas, on est obligé de se faire entendre, on est obligé de dénoncer cet accord qui pourrait être signé, même si un référendum est passé, en quoi ça empêcherait nos dirigeants, qui ne sont d'ailleurs pas élus, à le passer en force. De toute manière, on en a connu déjà 5 ou 6 depuis le début de l'année. Ouais. Avec le Chili, avec le Kenya, avec la Nouvelle-Zélande. Et pire encore, on sait qu'on produit chez nous des produits. Je prends la Nouvelle-Zélande, 15 000 tonnes de produits laitiers de Nouvelle-Zélande à venir en Europe. Avec le CETA, donc le Canada, ce sont 15 000 tonnes de produits laitiers qui vont de nouveau aller vers le Canada. Entre-temps, on pénalise nos agriculteurs, on baisse nos prix sous le fait de cette mondialisation. Mais en plus, on a des bénéficiaires que sont les gros industriels, toujours les mêmes. On prend par exemple en lait, Lactalis. Lactalis a bénéficié de ses quotas à l'export vers le Canada, mais Lactalis au Canada est aussi aidé par le gouvernement canadien du fait de cette perturbation. Oui, double peine pour les uns, double bénéfice pour les autres. Merci Véronique Le Floch et merci Michel Onfray. On attend votre livre, on en reparlera à ce moment-là et puis surtout, on continuera à vous écouter et j'espère vous aider.